atteintes aux libertés. Propagande sanitaire, grand déclassement, élite méprisante, mensonge, stop. TVL est devenu l'outil de la rébellion massive à cet embrigadement idéologique du peuple français mené prioritairement par les médias mainstream. En désobéissant aux ordres et aux interdits de la pensée unique, TVL a remporté en 2022 son pari de l'influence, mais aussi de l'audience. Cet esprit de dissidence face aux dérives du pouvoir et du système doit s'amplifier encore et encore, vite, très vite, pour atteindre cet objectif. Donnez-nous les moyens de faire connaître la télévision alternative, faire connaître TV Liberté à tous les Français, dans chaque province, région, ville ou village, partout. Aidez-nous à briser la chape de plomb, à faire partager au plus grand nombre le pluralisme des opinions, le débat, la confrontation des idées, la liberté d'expression, la liberté. Mettons toutes nos forces pour que tous les Français retrouvent l'espoir, l'audace, l'esprit de résistance avec TVL. Donnez à TVL pour assurer vos idées en 2023. TVL, la rébellion au quotidien. Virginie. Oui, c'est moi. Hélène. Yes. Frigide Enfin, Barjot, oui, plutôt. je ne sais pas comment dire. Pour nous, c'est assez indifférent. Comme vous le sentez. Nous nous connaissons cher. depuis longtemps. C'est vrai. Cher, depuis 20 ou 25 ans. Depuis Charles Pasqua, on va voir pourquoi d'ailleurs. Beaucoup vous connaissent comme l'initiatrice de la Manif pour tous, d'autres vous connaissent comme l'attaché de presse de Jésus, comme vous vous êtes intitulé un jour. Non, comme des journalistes ont prétendu que je m'étais intitulé. Ah bon, c'est pas tout à fait la même Ça chose. ne vous va pas. Vous avez écrit un joli livre qui s'appelle Confession d'une catho branchée. C'est devenu très catholique Voilà. au fil du temps. C'est à propos, en 2011, de cet ouvrage-là, qu'effectivement, la presse s'est emparée de la nouvelle personne Barjot catho. Parce que j'avais fait une sorte de coming out catho. Et effectivement, je voyais qu'on me disait que je m'étais auto-proclamé attaché de presse de Jésus. Non, je ne m'étais pas auto-proclamé. J'avais dit, en quelque sorte, maintenant que j'ai retrouvé le chemin de la foi, qui m'avait été quand même volé pendant longtemps. Voilé, je dirais même presque volé, oui. Voilé par vos parents. Par les années 70 surtout, et la gauche qui commençait à manger l'Église elle-même, hein, voilà. J'avais dit, je ferai, les chrétiens, les catholiques ne communiquent pas assez. Donc, je ferai un peu un travail d'attaché de presse pour Jésus. Voilà, mais je me dis, je suis l'attaché de presse de Jésus, regardez. C'est pas mal. Alors, la catho branchée, oui. Beaucoup vous connaissent aussi par Jalon, votre mari Basile de Kock, cette fine équipe parodique, pleine d'imagination, qui était... Et je dirais même, si je puis me permettre, que c'est lui qui a inventé Frigide Barjot. Qui ? Basile de Kock. Basile de Kock. Ah oui, avant lui. lui. Qui allait devenir votre mari et le père de deux enfants. J'ai deux enfants. J'ai donc 3 enfants, dont un mari. Vous avez écrit un livre, je crois, Comment j'éduque mon mari. Non, j'élève mon mari. Comment j'élève mon mari. Est-ce que je l'ai dit? Et comme vous avez écrit, parce que vous êtes aussi écrivaine, journaliste, comme vous avez écrit une vingtaine de livres, je montre à la caméra. On ne va pas tous les faire défiler malgré votre prurite promotionnelle, bien compréhensible. Écoutez, ça fait 3 ans que je ne suis pas passé devant une caméra, donc je suis... Alors, vous ne vous rendez pas compte vous avez aussi, du bonheur chacun que y vous va faites. de son affaire. Vous avez écrit aussi un magnifique article
qui occupera une partie de notre conversation, du nouveau conservateur. Oui, avec joie d'ailleurs, quand vous l'avez demandé. Sur le transhumanisme. Oui, que j'appelle la transhumanité. La transhumanité. Il n'y a rien d'humaniste dans ce qui est en train de se passer. C'est une préoccupation de conservateur. Vous-même acceptez le mot conservateur. M'avez-vous dit que ce mot ne vous dérange pas, au contraire, il vous plaît. Et pourquoi donc il nous... Il y a des gens qui font leur chochotte. Oui, laissez-les, c'est parce que il est tellement de bon ton d'être progressiste, mais quand on voit où ça nous emmène, de fait, je deviens très conservatrice. Alors, il y a beaucoup de facettes. Donc, Manif pour tous, on va y revenir. Cato branché, on va y revenir. Mère de famille, très au fait des enjeux qui étaient déjà ceux de la Manif pour tous, c'est-à-dire de l'autre humanité qu'on essaie de nous construire en cassant la filiation. Il y a eu ces années 80-90, Reine de la nuit. Oui, enfin Sciences Po quand même, 80, j'arrive à Paris, Sciences Po, mais c'est vrai que malgré Sciences Po, c'est une très bonne école parce qu'on peut y apprendre beaucoup de choses, rencontrer des gens qui vont devenir de très grands dirigeants, plus ou moins efficaces, mais en tout cas, ça nous permet de faire beaucoup la fête aussi. Alors, au palace, au bain-douche, au privilège. Au privilège, oui, c'est plus le privilège que le palace, parce que pour vous, mais pour moi surtout. Voilà. On a dû se croiser 1000 fois. Paul-Marie Couteau est un fêtard, tout le monde ne le sait pas. Hélas, bien trop de gens le savent. Mais essayons de mettre un peu d'ordre dans tout ça. Allons-y. Et il n'y a pas de meilleur ordre que la chronologie. Oui. Et elle va nous conduire à une longue conversation. Je dis conversation d'abord parce que j'insiste sur le fait qu'une conversation, c'est pas une interview et que nous conversons et que quelquefois on trouve que je parle trop, mais nous avons l'habitude de nous parler. Vous me coupez, je vous coupe et c'est la loi du genre. Il y a beaucoup de choses à dire et je préviens que cette émission, chers auditeurs, sera longue. Je vais dire pourquoi je commence par... si c'est toute une vie... Ça vous gêne pas? Pas du tout. Je prends mon élan et j'allume. Au contraire, profitez. Fumer, c'est interdit, donc faites-le. Voilà. Alors, vous êtes né... il y a 60 ans. Voilà. D'une famille lyonnaise, on peut dire, en partie lyonnaise. Ah ben non, mi-lyonnaise, mi-parisienne. Bon. Puisque mon père est lyonnais, effectivement, issu d'une famille de... Votre enfance, c'est Lyon, c'est ce que je veux dire. Mais oui, donc, alors, votre mère. Ma maman est tout à fait parisienne, alors pas de... Non, votre maman, votre mère... Qu'est-ce qu'il y a? Cette façon de dire maman et papa, on n'est pas... Vous rigolez ou quoi? C'est mon papa et ma maman. On n'est pas à l'école, votre père et votre mère. Oui, mais non. Mais vous savez que moi, j'ai une affection... Tout part de là, c'est la disparition des pères. Et oui, eh bien, mon père est tellement réel que je l'appelle encore papa. Mais il y a des papas partout, mais il n'y a plus de père. Oui, et si chez nous, il restera toujours le père et... Alors, disons père et mère. Bon, alors, père... Mon père, lyonnais, ma mère... parisienne, grande famille de médecins tyrollois, mais elle est un petit peu déjà un peu dans un chemin de traverse, puisqu'elle est cantatrice. Enfin, elle chante très bien, elle n'est pas destinée à la médecine comme ses frères. Elle a une grande carrière de cantatrice. Et comme mon grand-père soigne à l'époque beaucoup de monde, dont le grand critique du Figaro, Bernard Gavotti, Bernard Gavotti propose à mes grands-parents de présenter maman à Milan. Oui, mais j'y arriverai pas, donc bon voilà. Oui, ma mère, maman doit partir à la Scala de Milan avec Bernard Gavotti et elle y travaillera avec les professeurs de Maria Callas. Elle verra même Callas qui l'encouragera à continuer. Elle aura un ou deux petits rôles. Et puis voilà que dans un grand... Vous-même, vous serez chanteuse un jour, non? Oh non, mais ça n'a rien... Cher, ça n'a rien à voir. Moi, je rigole, je ne sais pas chanter. Si, je chante juste, mais je chante mal. Mais voilà, maman a une vraie voix de cantatrice lyrique, de soprano lyrique. Et en Italie, elle rencontre... Et alors... à la faveur d'un dîner en fait mondain, parce que malgré tout elle est la fille de son père et elle connaît bien la famille Agnelli de chez Fiat et tout ça, donc elle est invitée dans des beaux dîners.
Et elle rencontre un sémillant jeune chef d'entreprise, enfin on disait pas comme ça à l'époque, on disait capitaine de je sais pas quoi, d'industrie et de voiture aussi, qui pilotait des Ferrari. Et elle va tomber sous le charme. Et je dois dire que la carrière italienne va s'arrêter là. Car elle va suivre mon père, d'abord sur le lac de Côme, puis dans un voyage d'affaires en Virginie aux États-Unis. D'où Virginie? Où une jeune future petite fille sera conçue, alors je suis obligé de le dire malheureusement hors mariage à l'époque, mais en tout cas c'était moi, et le mariage aura lieu avant ma naissance, à Saint-Pierre-de-Chaillot, avec des ors et des ornements et des parures et des machins. Et donc maman deviendra Madame Merle, donc c'est mon nom de jeune fille, Virginie Merle à Lyon, et elle rejoindra Lyon avec son mari et son enfant, même si je suis née... Le docteur Merle, grande position à Lyon. Mon père, Jacques Merle, il n'est pas médecin en fait, il est juste administrateur. Voilà, il est propriétaire et administrateur, président de la clinique Saint-Maurice, qui est assez réputée, même très réputée à Lyon, clinique ophtalmologique. Un peu à l'ancienne. Carrément à l'ancienne, puisqu'il ne supporte pas toutes les règles sanitaires, les contrôles de sécu, de machin, il déteste ça, il n'est pas conventionné. Et surtout, il a embauché, à part de très bons chirurgiens, un excellent chef de cuisine. Et les gens viennent vraiment quasiment à sa table pour goûter ses bons vins, sa bonne cuisine. C'est une clinique gastronomique, on va dire. C'est la phrase d'Hippocrate. Que ton aliment soit ton meilleur médicament. Absolument. Et ça, alors bon, quelquefois c'est un peu trop gras pour les malades, mais c'est pas grave. Les gens ressortent tout à fait bien soignés. Enfance dorée, heureuse. Ah bah moyennement, non, parce que bon, lui il a une belle clinique et tout ça, mais nous ne profitons pas toujours de tout. Et puis son tempérament de séducteur continue, et il nous laisse plutôt avec maman à la maison, et ma mère, qui est quand même une espèce de diva abandonnée, va se replier sur ses enfants. Et donc, ses deux enfants, mon frère Paul-Antoine qui a 2 ans de moins que moi et moi-même, et nous serons un peu mis en cage. Et moi, mon tempérament n'est pas celui-là, a priori. Donc, heureusement, je vais... toute mon éducation, enfin, l'école se fera dans des écoles catholiques lyonnaises, mais où je dois dire, et je l'explique dans mon livre Confession du catho branché, c'est qu'elles sont privées, sont des écoles privées, et surtout de Dieu. Alors donc une école privée de Dieu, comme vous dites, oui. Pas de catholicité affirmée à ce moment-là. Nous sommes dans les années 74-75, on va dire entre 74 et 80, et vraiment là, je ne sais pas comment vous expliquer, il faut plus de liturgie, il faut des guitares qui jouent faux, et puis il n'y a plus du tout de notion du sacré. Au contraire, tout doit être complètement pesant. On est entouré de pauvres, d'une ville qui nous assaille et dans laquelle il n'y a que et nous, les chrétiens, nous devons aller partager nos repas avec les pauvres, et puis voilà. Le reste ne nous est absolument pas inculqué. Oui. Donc, je ne sais pas quasiment aucune prière, je ne sais pas dire un chapelet, je ne connais pas le credo, il est absolument banni de dire les choses en latin. On a des sortes de cantiques qui ne sont pas des cantiques, qui sont des chansonnettes grotesques. Enfin bon, voilà, tout le côté sacré est épuisé. Et métaphysique. Et transcendant. Qui est le fondement de tout. Voilà. Donc c'est vrai que. D'ailleurs, vous m'avez raconté je suis un peu frustré. Quelque chose de très joli, c'est que vous y êtes venu pour pouvoir donner une éducation catholique à vos enfants, et vous avez fait le catéchisme avec eux. Oui, ou plutôt c'est un peu plus égoïste. C'est un peu plus égoïste. Alors certes, je souhaite qu'ils aient une éducation et très bizarrement, enfin ou plutôt en réaction, je ne les mettrai pas dans une école privée. Oui. Car là, quand moi-même je vais devenir, enfin on va se marier avec Bruno Basile de Coq, et que je vais devenir mère, donc par la force des, enfin par
la joie de Dieu de nous envoyer des enfants, eh bien, nous habitons dans le 15e arrondissement et l'école communale, l'école duplex, est jouxte vraiment, et de l'autre côté du trottoir de l'église Saint-Léon. Et je me dis, c'est un signe, ils iront dans l'école, une école ouverte à tous, mais en sortant de l'école, ils pourront aller prier immédiatement dans l'église. Et donc je me dis, j'ai pas besoin de les mettre ailleurs, ils sont géographiquement collés. Et vous avez profité pour parfaire votre éducation religieuse. Et voilà, et alors je me suis dit, maintenant c'est moi qui vais refaire mon éducation religieuse en étant, en leur apprenant et en me réapprenant à moi-même le catéchisme. Et j'ai demandé à faire partie de l'éveil à la foi. Alors revenons à Lyon. Vous êtes étudiant. Mais ça c'est 30 ans plus tard. Je sais, on a fait un zigzag. Revenons à Lyon. Vous êtes étudiante Alors je passe mon baccalauréat en 1980. Oui. Alors, avec déjà, je fais déjà une petite bifurcation. Ah bon? Car j'arrive à faire un bac. Alors à l'époque, c'était le bac C, c'était le bac chic, enfin c'était le bac classe que tout le monde devait faire en sciences et en maths. Mais je m'arrête finalement en première parce que ça devient trop difficile pour moi, les sciences physiques et tout. Et je vais demander à rentrer en terminale A, mais option maths. C'est-à-dire que je vais avoir 18 en maths, mais en A. Et je vais en fait commencer ensuite une carrière, non pas, une carrière, des études non pas scientifiques, mais littéraires. Et je vais rentrer en droit à Lyon 3. Je vais surtout commencer des études de militante politique. Alors, militante politique, à droite, enfin gaulliste. Oui, alors moi je suis plutôt... On sort du giscardisme. Oui. Et à Lyon, c'est pas évident, parce que je vais vous dire une chose, la ville est barriste, elle est centriste à Lyon. Et moi, je suis chiracienne à fond. Comme j'ai toute une partie de ma famille qui est à Paris, Chirac vient d'arracher la mairie de Paris en 77 à la hussarde, et je trouve ça très... je trouve ça plein de panache, et je trouve Chirac formidable, parce qu'il est l'héritier du gaullisme, effectivement. Et on croit, à l'époque, et moi sincèrement aussi, que cet homme est un souverainiste convaincu, patriote. Quoi, vous me regardez bizarrement? Encore dans les années 90, après la trahison de Maastricht? J'entends en 77, 80, 81. Ah oui, c'est après l'appel de Cochin, ça allait encore. Voilà, et donc quand j'arrive à... Alors Mitterrand est élu en 80, drame absolu pour tout le monde, sauf pour mon père qui s'en fout, continue à boire des coups et à chasser la gazelle à deux pattes. Et nous sommes... donc moi j'arrive en fac, donc à cette époque-là. Et cette fac est de droite, c'est Lyon 3, la fac de Lyon 3. Et Bruno Gollnisch comme professeur? Alors pas comme prof, il était doyen d'un des instituts. Oui. Et comme je siégeais, donc moi je vais rentrer en syndicat, à la corpo de droit. Ah, vous siégez au conseil d'université? Et je vais aller au conseil d'université et je dois dire que... grande gueule? Mais pas grande gueule, représentante, oui, déjà tout à fait consciente qu'il faut défendre les intérêts des étudiants face à la présidence et face aux enseignants et face surtout au gouvernement. Et notamment au ministre de l'Éducation nationale, M. Savary. Savary, si tu savais, ta réforme, on se la met. Et là commence mon activisme avec effectivement la fameuse loi Savary, et je vais assez rapidement être chargé... C'est 84 ça, oui. 83-84 à peu près, et je vais être chargé de deux choses, des relations avec la presse, et puisqu'on monte un comité de grève, un peu comme 30 ans plus tard, je monterai une espèce d'association, de collectif qui permettra de faire les manifs. Et là, nous faisons un comité de grève, je m'occupe de la presse et je m'occupe de la presse et je suis secrétaire général de la Corpo. Ce qui fera qu'après avoir mis en grève les amphis les uns après les autres, nous commençons à défiler dans la rue au cri donc de Savary, ta réforme, si tu savais où on se la met. Mais aussi, ça commence à dégénérer assez vite car il y a des éléments incontrôlés.
Alors il nous faut un service d'ordre, mais c'est marrant parce que j'ai vraiment tellement eu l'impression de revivre la même chose ensuite avec les grandes manifs où il nous fallait un 30 ans service. plus tard, Mais ouais. bien sûr, c'était comme, si vous voulez, un petit mouvement de manif avant l'heure. Vous avez déjà une vie militante, mais aussi une vie de, comment dit-on, sorteuse, bâton de chaise à Lyon. Vous commencez à sortir Oui, beaucoup. on sort pas mal, oui, oui. On a d'ailleurs... Vous êtes alors, déjà une fée de la nuit de Lyon. pas que de la nuit, aussi de la scène, parce que nous faisons partie, alors ça c'est parce que c'est le privilège de nos familles aisées, on fait partie d'un club de tennis qui s'appelle Tennis Club de Lyon, qu'on aime beaucoup, et dans lequel on animera, on fera un spectacle qui s'appelait les Tennis Folies. Et là où j'ai pu commencer à donner, alors là à l'époque on chantait pas vraiment, on faisait des playbacks, mais des chorégraphies et tout avec nos amis et mes amis de fac aussi, on avait fait ça, on jouait au tennis dans ce même. Et on a eu à un moment, alors c'était déjà mon début de, comment dire, de pas vraiment d'amateur, d'amatrice, comme je sais pas comment on dit aujourd'hui pour rester correct. En amateur de meneuse de revue, si vous voulez, de meneuse de troupe. Voilà. Alors ça va croître et embellir à Paris, parce que sur ce... Oui, parce que Sciences Po, Lyon se révèle assez vite un peu petit. à l'étroit. Un peu Voilà, petit. je suis un peu à l'étroit à Alors, Lyon. Sciences Po Paris. Je suis mon meilleur ami et en même temps dont je suis un peu secrètement amoureuse, Philippe Lambron, qui est un de mes Le frère de congénères, ton frère, le petit frère de celui que vous Marc connaissez, Lambron. de Marc. qui vous emporte, oui, qui Non, vous qui suit me à dit, Paris, qui tu vous dois précède venir à Paris, tu vas pas t'encrouter à Lyon, tu as ta maîtrise de droit. Je venais de réussir une maîtrise de droit des affaires. Parce que malgré les des affaires. des droits des affaires lyonnaises, il y en a beaucoup. Non, j'étais du droit privé, oui, mais c'est vrai que j'aimais beaucoup le droit public. Et il me dit, bon, bah voilà, tu veux continuer, tu veux pas te mettre à travailler, être avocate à Lyon maintenant, donc de toute façon, tu vas à Lyon, tu t'épanouiras à Paris. À Paris, ça explose, parce que là, pour le coup, vous rencontrez une fameuse bande. Donc, mais déjà, il faut rentrer à Sciences Po. Oui. Oh. Service public, monsieur. Oui, bon, Ah mais non, c'est pas l'école de commerce que c'est maintenant, l'école de commerce transhumaine l'époque, et wokiste dans laquelle nous sommes Ça maintenant. n'existe plus, Sciences Po. Non, ça n'existe plus. Bah oui, mais ça n'existe plus, c'est pas rien, c'est que ça a été Ça voulu. existait. Voilà. Et là, vous tombez sur une fameuse équipe. Pour moi, c'est la voie royale, le reste étant sinon je disais à tout le monde, allez à HEC si vous voulez faire des finances et je sais pas quoi, commerce et finance, je sais plus comment s'appelait l'autre, c'est la section économique. Si, oui. C'est Ecofi, économie et finances, mais enfin, il y avait l'autre section noble qui était relations internationales, quand même, la diplomatie. En bref, je suis en service public, et effectivement, dès 85, alors, il faut savoir une chose, c'est qu'à Sciences Po, si vous ne lisez pas Le Monde tous les jours, vous n'aurez pas votre examen à la fin du cursus. Alors donc, il faut acheter Le Monde. Et donc, Ali, le vendeur à la criée qu'on trouve boulevard Saint-Germain et tout, il vient à 15h souvent à l'entrée de Sciences Po pour nous vendre Le Monde. Il faut dire qu'il y a Ali. C'est le vendeur à la criée du Monde. Qui existe toujours d'ailleurs. Ah bon? Oui, ah bah génial. Là, on est le 1er avril 85. Et étant un peu en retard, comme d'habitude, j'allais à ma conférence de méthode avec mon professeur d'économie, que vous reconnaîtrez mieux plus tard, qui s'appelle François Hollande, jeune et sémillant cadre du Parti Socialiste. J'achète à la volée, mais sauf qu'Ali me dit, ah oui, mais là, c'est pas 5 francs, c'est 20 francs. Et je lui dis, mais comment? Mais oui, c'est un numéro du 1er avril. Ah, je dis, ah ouais. Et dans ma tête, c'est Le Monde qui a fait un numéro du 1er avril. Pas du tout. Mais bien pas du tout. Car en fait, la réalité, c'est que c'est le groupe Jalon qui lance son premier grand coup historique. Car jamais il n'a été parodié de la première à la dernière page, toutes rubriques confondues. Libération. Alors ensuite, ils feront l'Aberration. D'abord Le Monstre. Le Monstre. Bah, ils sont attaqués, ils se sont d'abord foutus du Monde. Oui. C'était quand même l'ancien. Et la victime suivante, c'est l'Aberration. Voilà, et je dois dire que même moi, je me suis laissé prendre au piège. En voyant Jean-Marie Le Pen, j'ai dit non, la Libé, ils exagèrent quand même. Même moi qui ne vote pas pour Le Pen, là, nous sommes en 1986. Or, 86, c'est très important, car il y a des législatives. Et oui. Jacques Chirac va devenir décisive. Jacques Chirac va devenir
Premier ministre de la première cohabitation. Et vous achetez Et surtout, Jean-Marie Le Pen va rentrer à l'Assemblée nationale. Avec 35 autres députés. Oui, hein, c'est bien cette année-là. Oui, 86, oui. Car François Mitterrand, qui avait promis la proportionnelle, en fera et il y aura... Et donc, par l'aberration... Et par le monstre et l'aberration, vous découvrez une fameuse bande dont les gens se... Alors attendez, parce qu'il faut les trouver déjà. Il s'appelle Basile de Kock, Karl Zéro, Ivre-Mort, Desiderata, j'en oublie, moi aussi d'ailleurs. Enfin voilà, vous voyez, donc comment trouver qui Jalon. C'est le groupe Jalon. Comment savoir qui se cache derrière ces pseudos? Il n'y a pas d'adresse, il y a juste une boîte postale. Donc je ne sais pas comment faire, mais dans ma conférence de méthode, tout le monde a le monstre. Et donc tout le monde s'esclaffe, même François Hollande. Et donc je dis, mais alors vous avez, mon voisin de gauche, as-tu vu cet ovni journalistique? Et il dit, non seulement je l'ai vu, mais j'en ai écrit tel article dans telle page. Et voilà que je tombe sur un des gars de Jalon, et un autre assis à ma droite. En fait, à Sciences Po, il y en a à peu près 30% ou 50% qui sont à Jalon. Qui sont de Jalon. S'ils n'y sont pas, ils connaissent d'autres qui sont déjà attachés parlementaires, d'autres qui sont déjà journalistes au Canard enchaîné, etc., etc. Et cette joyeuse bande fait en plus des happenings, dont notamment ils avaient fait au moment des époux Thurange une manifestation. Alors, ils ont été très connus pour la manifestation contre le froid au métro. Il faut dire, c'est le Rainbow Warrior. Alors, il y avait les époux Thurange, le Rainbow Warrior, ils avaient fait une manifestation, parce que vous vous souvenez qu'ils avaient posé un truc pour faire exploser le Rainbow Warrior en hommes grenouilles. C'était des hommes grenouilles qui avaient posé la mine qui avait fait sauter le Rainbow Warrior, un truc des écolos. Et donc Jalon avait fait une manifestation pour les droits de l'homme grenouille. Et on descendait dans la rue, tous en tuba et avec des palmes et tout, boulevard Saint-Germain, en criant « Homme, grenouille, même combat ». Je suis obligé de dire aujourd'hui que malheureusement ce sont les vrais slogans, bien sûr, ce sont les vrais slogans des Verts, enfin Mais alors là, c'est un peu moins Sciences Po et beaucoup plus la parodie. Tout se passe au cœur de Sciences Po, si vous voulez. Il y a un côté tellement subversif de se moquer à l'intérieur de l'appareil et de l'idéologie de l'appareil. C'est ça que je trouve formidable. Et la vie est belle à ce moment-là. Ah ben là, ça c'est génial. Et surtout, je suis tombée amoureuse du président de Kock, dont je ne sais pas au départ vraiment si c'est pas Karl Zéro. Basile. C'est son frère. Et Karl est très en avant et déjà fait de la télé, de la radio, etc. Parce que Basile lui fait un peu porter le bébé Jalon, car lui, comme il est plume de Charles Pasqua, qui va passer à l'intérieur à cette époque-là d'ailleurs. Oui, c'est ainsi que nous nous rencontrons d'ailleurs, à ce moment-là. Et que vous allez le connaître. Quand Basile écrivait les discours de Charles Pasqua. Et donc il a été la plume de Charles Pasqua. Oui. Moi j'étais celle de Philippe Séguin ce jour-là. Ah oui, ben voilà. Ça crée des liens. Ça crée des liens. Oui. Oui. Et donc il ne peut pas se mettre autant en avant. Il a quand même un métier respectable et il ne peut pas surtout être trop visible. Il n'empêche que c'est quand même lui le grand ordonnateur de tout ça. Et je ne vais avoir de cesse que d'essayer de me faire embaucher dans le groupe Jalon, que je trouve formidable. Donc je fais une promo de séduire Basile. Et donc de séduire Basile, parce que je me dis... Que vous finissez par épouser. Oui, mais alors... oui. Pourquoi vous aimez Jean-Paul II? Ah, mais parce que ce pape m'a permis de trouver la foi. De trouver la foi. Et très bizarrement, là on va revenir un peu en arrière, en 80, pendant que je passais mon bac, il était venu en France, vous vous souvenez, notamment au Parc des Princes. C'était le pape fait des promesses de ton baptême. Ah, il y avait ça, et il y avait surtout la permissivité morale ne rend pas l'homme heureux. Et cette phrase, ça me fait encore des frissons. La permissivité morale ne rend pas l'homme heureux, c'est-à-dire faire tout et n'importe quoi en pensant... Phrase qui a des échos immenses. Incroyable. Parce que non seulement elle ne le rend pas heureux, mais on s'aperçoit maintenant qu'elle le détruit. Malheureux, elle le détruit. Bien sûr, elle le détruit. Bref. Alors la foi arrive.
Au fur et à mesure, mais vous comprenez, c'est selon, mais Jean-Paul II va être effectivement très important. Cependant, dans Jalon, je m'aperçois d'ailleurs que le président de Kock lui-même a la foi. Oui. C'est pas un très grand priant catholique qui va à la messe tout le temps, mais c'est un chrétien catholique absolu. Et vous savez, en sortant de boîte de nuit, on peut aller à la messe. Mais c'est exactement ça. Et c'est là où je vais comprendre que Dieu est aussi sur le dance floor. On peut aller à la messe après, faut pas trop déconner non plus tout le temps, faut pas y aller complètement bourré non plus. Mais on se remet. La communion humaine et peut-être un peu spirituelle se trouve aussi quand, dans les boîtes de nuit, ce que je dis toujours, on a l'impression qu'on aime tout le monde. Enfin, quand il y en avait des boîtes de nuit. À la messe aussi. Et voilà. Enfin, même, je me dirais qu'on aime peut-être plus les gens en boîte de nuit. Bon, ça dépend du degré de descente, oui. en fait. Bon, en tout cas, toujours est-il que me voici, Frigide... Ah oui, alors, donc, je dis Brigitte Bardot. Attendez, parce qu'il y a l'anecdote de Frigide Bardot qui n'est pas évidente. Hein. Je vous signale qu'on a raconté le 10e de votre vie. Et oui, mais il faut aider les gens, disent toujours, mais pourquoi nous n'avons pas 10 heures. Bon, alors, très bien. Donc, je lui dis, Brigitte Bardot. Et je lui dis, tu vois, déjà, je suis Bardot. Il me dit, oui, ça, tout le monde s'en est rendu compte. Il te faut un prénom, un pseudo du prénom, maintenant. Et donc, je lui dis, ça, je sais pas. Et c'est lui qui va le trouver. Et il m'appellera, enfin non, il n'appelle jamais. Donc, je le rappelle 2-3 jours après, parce que j'étais très impatiente de rentrer dans Jalon. Vous comprenez, c'était le rite de passage d'obtenir son nom, son pseudo. Et il me dit, oh, je crois que tu vas être contente. Et je lui dis, ah bon, tu as trouvé le pseudo? Il me dit, oui, tu seras Frigide. Et je réagis à ce moment-là comme une andouille de fille qui n'a pas de 2e degré. Et je dis, comment? Mais enfin, c'est insultant. Enfin bon, comme une féministe à la con, si je puis me permettre de parler comme ça dans cet honorable salon. Les conservateurs. Voilà. Et je lui raccroche au nez. Et donc, et je m'en vais toute déçue en disant je ne ferai pas partie de ce groupe de misogynes qui me traitent de frigide et ce garçon finalement. Je ne vois pas du tout l'humour et je ne me pratique pas du tout d'autodérision. Et je vais partir toute triste au bain-douche, boire moult vodka pamplemousse pour oublier ça. Et donc mes amis me voient un peu abattu, voire plus. Et mon copain Lambron me dit mais qu'est-ce que tu as? Mais c'est Basile Lecoq. Quoi, tu l'adores, t'adores Jalon. Oui, justement, il veut que je m'appelle Frigide Bardot. Et là, tout le monde éclate de rire. Ça fait tilt, ça marche. Immédiatement. Ça marche. Et Lambron me dit, alors, pourquoi tu veux pas? Non, quoi? Il me dit, mais t'es complètement idiote, il va peut-être donner ce pseudo à quelqu'un d'autre. Et là, ah non, c'est moi, Frigide Bardot. C'est moi. Alors, ma chère... et donc là, je rentre dans Jalon et ensuite je rentre finalement dans sa vie et dans son appartement, enfin pas tout à fait, à côté. Et vous avez un premier enfant en 1998, Bastien. Non sans mal d'ailleurs. Et c'est là que je commencerai à me rendre compte que la procréation humaine n'est pas chose aussi simple que ce qu'on croit. Il y en a pour qui ça va très vite et très facilement et de moins en moins pour d'autres. Et quand ça ne va pas bien, on ne sait pas pourquoi. Et tout d'un coup, on découvre qu'il y a un cycle naturel, qu'à quel moment arrive ce cycle, on n'en sait rien, qu'est-ce qu'il faut faire. Bref, tant et si bien pour dire, puisque c'était de ma faute, c'est moi qui pêchais en termes de fertilité, et je n'ai pu le savoir que parce que justement ça n'allait pas, comment ça devait vraiment fonctionner. Ça se travaille. Et bien sûr. Voilà. Et que on devrait, et ça je vais vous dire les choses très sérieusement, que ne nous a-t-on pas appris dans nos belles écoles catholiques? Plutôt, à l'époque, il faut quand même savoir qu'on nous disait « vous prendrez la pilule plutôt que de vous faire avorter ». La pilule qui bloque le cycle. Vous vous rendez compte qu'il fait... Et qui n'est pas sans dégâts à long terme sur la fertilité. C'est ce que j'allais dire, et qui, à long terme, stérilise, y compris, à mon avis, ces messieurs. Parce que il est recyclé, nos eaux usagées, qui sont elles-mêmes recyclées et rebues. Alors on va venir à cette grande question qui est... Quoi, vous croyez pas que c'est vrai ce que je dis? Tout à fait. Ah bon. Mon expertise et mon expérience sont minces, mais je vous crois d'autorité. Non, vous pouvez consulter les chiffres. La stérilité masculine est en chute libre. Oui. Et féminine aussi. Oui.
puisque désormais on nous demande d'auto-congeler nos propres ovocytes, d'ailleurs nos ovules, avant même, soi-disant, il faut préserver votre fertilité. Se détourner de la nature et s'engluer dans la chimie ne peut pas ne pas avoir des conséquences sur l'essentiel, c'est-à-dire la filiation, qui sera votre grande affaire, on va y venir. Mais dans un premier temps, vous êtes toujours militant politique. En 88, je commence à faire un petit boulot au moment de la campagne des présidentielles et des législatives pour Jacques Chirac. Le RPR, notamment à Lyon, aux législatives, mais avant à Paris, me fait diriger des équipes de téléphone. Alors c'est très drôle, parce qu'on nous devons envoyer des messages préenregistrés. Et ça ne va pas du tout aider Jacques Chirac, hein, il va faire un score minable de 46%, mais bon, en tout cas, on nous dit qu'il faut faire ça. Et alors, selon que nous appelons dans des zones géographiques où le Front National est très élevé, on envoie un message de Charles Pasqua, bonjour, il faut terroriser les terroristes. Et sinon, on envoie... Ne rigolez pas, je vous jure. C'est la communication du RPR. Et attendez, vous allez rigoler. Et sinon, pour la gauche, on envoie un message de... Philippe Séguin. Philippe Séguin. Je l'aurais parié. Ah non, c'est tellement drôle. Et alors, de temps en temps, je m'en mêlais les pinceaux et on envoyait Charles Pasqua chez les socialos. Bon, bref, alors, voilà, tant et si bien que Jacques Chirac fait 46%. Ça dure longtemps, cette expérience, cette profession de communicant de Non, RPR. mais là, c'est en dehors de la petite agence où je vais rentrer ensuite après l'élection. Et là, je vais rester 5 ans à apprendre un métier, ce qui n'est pas rien. Parce que vous pouvez sortir de Sciences Po, vous savez quand même rien faire. En règle générale, à part un peu écrire et réfléchir, mais c'est tout. Et annoncer ce que vous avez appris. Et puis, donc là, oui, je vais côtoyer énormément de monde dans le domaine politique, de droite plutôt, et aussi dans les médias. Car nous avons aussi comme client Europe 2, qui est à l'époque, il y avait les filières musicales, vous vous souvenez, les radios musicales des grandes radios. Donc ça a été très sympathique tout ce temps-là. Mais je m'aperçois assez rapidement que tous ces candidats pour lesquels nous travaillons, qui se disent tous défenseurs de la nation, défenseurs de la famille, admirateurs du général de Gaulle, voilà, tous les fils et filles du général de Gaulle, dès qu'ils sont élus et qu'ils ont fait leur belle profession de foi dans ce sens-là, derrière ils font exactement l'inverse, ils se vendent à l'Europe. Mais c'est volontairement que vous avez quitté à ce moment-là, pour cette raison de fond. Ils mentaient. Pardon, je le dis, oui, c'était des mensonges. Oui. Mais la communication, c'est souvent du mensonge. Mais c'était pas mon idée. Je pensais qu'il fallait aider ces gens à aller dans le sens de ce qu'ils nous donnaient comme directive et qu'ils allaient les appliquer. Et alors, comment êtes-vous devenu journaliste de télé d'abord, de radio, de télé? Comment ça s'est passé Je n'ai jamais eu de carte de journaliste. En fait, quand on sait écrire, on écrit. Oui. Et il est facile de pouvoir écrire quand on décide de quitter une petite boîte de communication pour rentrer à Jalon. Ça tombait assez bien. Je venais de me fiancer avec le président de Jalon. Donc, mais ceci dit, c'est un choix de vie quand même qui n'est pas évident. Étant assez déçu par ce qui se passait dans le monde professionnel politique, je me suis dit, autant faire passer nos idées, mais plutôt à la forme du deuxième degré, de la dérision et de l'écriture intelligente de Jalon. Alors, tout en vivant nuit et jour et en travaillant. Attendez, ça c'est important. Avançons, Virginie. Travailler avec son mari, c'est pas rien quand même. Ça peut être une belle chose. Donc, ces émissions de télévision qui vous vont assez bien, qui vous valent un début de notoriété. Oui, mais là, nous sommes invités, nous sommes clients. Voilà. Oui, c'est ça. Nous sommes bons clients, donc on est invité chez Delarue, ça se dispute. Nous faisons pas mal d'émissions aussi, avec Evelyne Thomas. Elle va même nous proposer de faire une parodie de son émission, une émission s'appelant C'est mon choix. C'était des émissions sociétales, justement, ça nous allait bien. On venait parler de notre couple, de comment on voyait la famille, comment on voyait... Vous voyez, c'était déjà les thèmes qui m'importaient et qui importaient aussi à Basile. Et puis, un jour, elle nous propose de faire C'est pas mon choix, mais le producteur étant toujours Jean-Luc Delarue. On s'entendait assez bien avec lui.
Voilà, bon, ça va pas être dans les annales. Et puis, voilà que, comme nous avançons aussi en faisant nos enfants, comme nous venons d'en parler, Basile propose à notre éditeur, chez Lattès, de faire une parodie de « J'élève mon enfant », qui va devenir, donc, « J'élève mon mari ». Alors là, on a la version de poche. Et ce petit livre va à peu près tout changer. Non, parce que ce qui est amusant, bon, vous avez compris le système, c'est on prend la trame de J'élève mon... Alors, le mari pleure. Comment calmer le mari? Que donner à manger au mari qui a des boutons, etc. Le mari ne dort pas la nuit, comment l'aider? Vous lui montrez vos seins. C'est une série de nombreux livres un peu pastiches. Tout est pastiche. C'est Basile est l'inventeur, quand même. L'histoire de la philosophie de Cro-Magnon à Stevie, par exemple. Oui, alors pas de la philosophie ou de la pensée politique. De la pensée politique, oui. Voilà, mais il a fait aussi l'histoire de France, de Cro-Magnon à maintenant Macron, mais aussi l'histoire des religions de Cro-Magnon à Raël. C'est pas mal. Alors, revenons aux religions. Donc, dans cette période, il y a un contraste parce que vous sortez beaucoup, on vous voit à la télé, c'est pas un milieu très catho, justement. Ah, pas du tout. Mais vous approfondissez votre foi. Vous allez même, je crois, en 2004 à Lourdes. Oui. Pour les enfants ont 3 ans. Hein. Rencontrer le pape très fatigué. Alors le rencontrer, non, j'ai pas droit à une audience. Mais aller l'approcher car il est très malade. Mais il se donne encore, il paraît devant nous dans toute... Vous voyez, ça c'est important, dans toute la faiblesse de l'humanité biologique souffrante. Il a assumé jusqu'au bout. Oui, mais dans son corps. Ce corps qui aujourd'hui, qu'on veut faire disparaître et remplacer par de la technologie numérique. Oui, il a accepté la faiblesse. Le grand âge, la grande maladie, voilà. Humainement, et le corps qui disparaît, ce que les transhumanistes refusent. N'acceptent plus. Ce que les modernes détestent. Voilà, et absolument. Et donc je quitte Saint-Tropez et les bruits de la nuit pour aller jusqu'à Lourdes, le voir. Là, c'est incroyable. Enfin bon, je raconte tout ça dans les confessions parce que... D'une catho branchée. Oui, parce que... Oui, pas celle de... Ce livre. Pas celle de Saint-Augustin, mais... Chez Plomb. Et donc, oui, je vais faire des rencontres. On va dormir à la Belle Étoile, se laver à la source. Enfin, vous savez, au robinet de la source et tout. Enfin, pour moi, tout était merveilleux. Et puis surtout, on va voir passer le pape à 1 mètre, une famille africaine qui a un petit bébé qui vient à peine de naître, qui a peut-être, mais je sais pas, 3 mois, veut absolument faire une photo. Il me dit, vous voulez pas tenir l'enfant? Je lui dis, non mais on va faire mieux que ça, on va le faire bénir par le pape. Et au moment où le pape passe, je prends l'enfant et je le tends comme ça. Et en fait, ces gardes du corps savent très bien faire. Ils attrapent l'enfant et on va voir ce petit enfant noir tomber vraiment sur les genoux de l'homme en blanc qui va le bénir comme il peut avec sa pauvre main malade et tout. Et puis à un moment, voilà que l'enfant me revient immédiatement comme ça. Alors je me retourne pour le redonner aux parents. Ils ont disparu. Ils sont tellement, comment dire, bouleversés. Ils sont partis à la grotte et ils ne sont plus là. Ils pleurent parce que leur enfant a été béni par le pape. Et je dois dire, je me suis quand même retrouvé une demi-heure avec ce bébé qui pleurait un 15 août dans il y a du monde. Non seulement il y a du monde, mais il fait une chaleur, le réchauffement climatique a commencé. Et je me dis, j'ai eu un moment d'angoisse, il va falloir que je ramène un petit enfant noir, bon, ça c'est pas très grave, mais bon, qui n'est pas le mien, à la maison. On va adopter le petit enfant qui s'appelait, je sais plus comment, enfin bon bref, c'était amusant, mais je crois que ça a été une grande joie pour eux. Vous retrouvez les parents. Par contre, vous retrouvez un autre pape. J'avance un peu parce que vous avez beaucoup de choses à dire sur des sujets peut-être plus graves et encore plus importants à développer. Vous rencontrez un autre pape, c'est Benoît XVI, qui vous plaira aussi beaucoup, pour lequel vous faites une pétition que vous allez remettre en personne à Rome. Et lui, vous le rencontrez. Oui.
En 2009, je crois. Alors, ça sera... alors, donc, il est élu en 2005, et puis commence toute une espèce vraiment de cabale contre ce pape, qui me semble de plus en plus incroyable. Et finalement, effectivement, en 2009, il y aura la fameuse sortie de Caroline Fourest, vous savez, sur la levée des excommunications des 4 évêques lefévristes. Et là, elle sort un truc, bon bref, voilà, ça devient absolument... Donc on dit... Et vous prenez sa défense aussi sur les préservatifs. Oui, et surtout, ce qui se passe, c'est que l'Église, l'Église conciliaire ne bouge pas, ne défend pas le pape. Comment j'ai créé Touche pas à mon pape au moment où il y a une cabale médiatique montée contre Benoît XVI parce qu'il avait eu cette très bonne initiative de mon point de vue, qui n'avait rien, ça n'allait pas changer le fond du catéchisme catholique. L'opération avait très bien marché, en effet. Vous étiez venu sur Radio Courtoisie, d'ailleurs, participer à la levée des troupes à mon micro, je me souviens. Bien sûr. Nous avions eu 30 000 signataires. Oui. Nous avions fait un grand album, Benoît, j'ai confiance en toi. C'est bien, Benoît, j'ai confiance en toi. C'est une reprise de Jésus, j'ai confiance en toi, la fameuse prière de la Divine Miséricorde. Et nous étions allés avec Monseigneur Ray à Rome. Évêque de Toulon. Voilà, qui nous avait emmenés. Enfin, nous, il y avait d'autres personnes déjà. Ça va être les prémices. Il y a Albéric Dumont qui est pas loin. On est en train, vous voyez, à peu près 3 ans avant, de constituer les troupes qui vont être celles qui vont se lever au moment de la loi. Vous êtes déjà passé maître ou maîtresse dans l'agit-prop. Hein. Je me souviens, j'avais eu besoin pour un parti que j'avais créé à ce moment-là de faire une manifestation contre le traité de Lisbonne. Bah vous rigolez, c'est la Constitution européenne, cher. Sur la Constitution européenne, vous nous aviez trouvé un truc formidable, trouver des ânes. On avait manifesté avec vous grâce à des ânes ou derrière des ânes. Non, signifiant que les Français n'étaient pas des ânes, ils avaient dit non au référendum de 2005, on les prenait pour des ânes, en faisant passer un traité qui faisait contre lequel ils avaient voté à 55% contre. Enfin, je vous rappelle surtout... Il y a déjà... Non, cher, je vous rappelle que c'était avant le vote. Notre manifestation avait permis un non puissant Et nous avions fini au Conseil constitutionnel, je crois que c'était entre les deux, pour tout dire, mais peu importe, je crois que c'était en 2007. Mais, je rappelle que le non l'avait emporté. Mais ce que personne n'oublie, hélas. Et sauf que la démocratie, c'est quand même là qu'on s'est aperçu que la démocratie était foulée aux pieds, puisque 2 ans, l'année d'après, enfin en 2007... traité de Lisbonne, le rêve d'un trait de plume qui est une Monsieur gifle. Sarkozy décide... Non, parce que nous, on avait manifesté en 2005. Alors, là arrive la grande période qui est toute une pour moi, et vous sentez mon impatience parce que je pense que c'est là où vous avez le plus de choses à dire. Nous créons, parce que je me souviens être arrivé en retard, mais j'étais là, à Saint-Sulpice. Nous créons une association qui est très bien dénommée, à mon avis, le collectif pour l'humanité durable. Oui, je trouvais ça bien. Et je trouve ça très intéressant de la rappeler aujourd'hui parce que c'est encore le sujet des manipulations génétiques, le sujet de l'affaire Covid, le sujet de la désaffiliation générale, de la recréation d'un autre homme qui commence par casser la famille, pour casser la filiation. Et pour changer la reproduction. Pour changer l'homme, en somme. Écoutez, si on change son mode de reproduction, on change toute son espèce. Parce que les gens n'ont pas compris que ce pourquoi nous étions mobilisés dans les années si nombreux, grâce à vous. En 2012. Je vous rappelle, cher ami, que le Attendez, allez-y. Parce que j'ai l'habitude de couper, on me le reproche, non, mais je vous en prie. J'ai fort à faire aujourd'hui. Je vous en prie. Merci beaucoup. Il faut bien comprendre que c'est tout un paquet, cette affaire. Mais bien sûr. Que ce qui a commencé avec le refus du mariage homosexuel, en réalité, c'était pas ça le sujet. Non. C'était le refus de la filiation non naturelle. Non biologique. Non biologique. Enfin, plutôt le refus de la filiation biologique, ne plus en faire le principe de transmission. Ce qui allait permettre toutes les manipulations génétiques
qu'à la faveur notamment de l'opération Covid, se développe à grandes enjambées actuellement. C'est un seul paquet en réalité. Oui, mais qui est bien saucissonné et dans le temps, et dans dans les éléments, en faisant passer la famille par la conjugalité homosexuelle, pour en fait... C'est le début de la destruction. Oui, mais alors encore une fois, là, il faut qu'on soit bien clair, c'est pas l'homosexualité qui est la destruction. Elle est donnée biologiquement et génétiquement. On le disait déjà. Bien sûr, on disait, c'est lorsqu'on a créé ce fameux collectif pour l'humanité durable. Il s'agissait plutôt. Nous étions une vingtaine, enfin, c'était bien très sûr, peu. Il s'agit toujours d'ailleurs, parce que pour moi, rien n'est rédhibitoire, hein, rien du tout. Il s'agit, même si des lois sont passées depuis, et vous allez voir qu'elles vont loin, mais il s'agissait plutôt d'inclure, de mon point de vue, ça je l'avais bien expliqué aux évêques et à tout le monde, pour que l'humanité reste durable, d'inclure désormais le couple homosexuel dans l'humanité sexuée. Oui. Car un couple d'hommes, c'est des hommes, et un couple de femmes reste des femmes. Le danger, c'est le tripatouillage génétique. Le danger, c'est de dire qu'il n'y a plus de sexe. Le danger, c'est de dire qu'il n'y a plus ni homme, ni femme, ni père, ni mère. Et alors là, j'en reviens... Ni filiation. Et donc, s'il n'y a pas de père et de mère, l'enfant vient d'où? Voilà, c'était exactement ce que nous disions. La recréation d'un homme nouveau. Et vous allez voir jusqu'où ça va, parce que, donc ça, c'était le 7, on avait dit ça aussi ensemble, le 7 novembre, souvenez-vous, on était sur le même plateau de télévision chez Frédéric Tadei. Oui, chez Frédéric Tadei. Et ma chère, c'est ce jour-là que je suis apparu avec le premier t-shirt de ce qui allait être la manif pour tous. Enfin, je crois qu'on avait déjà le sigle. C'est bizarre parce que j'étais invité par hasard et on a fait un duo improvisé. Oui, moi j'étais arrivé avec un code civil en disant c'est pas une histoire de couple ou c'est pas une histoire d'homo ou de pas homo, on va changer toute la structure sexuée de l'humanité. Alors, mais non, alors il n'y aura plus de père. Mais si, c'est pas qu'il n'y aura plus de père, il n'y aura plus de mère. Il y aura le fait que l'enfant ne sera pas issu des deux géniteurs, hommes et femmes. La preuve, c'est que la loi qui est passée, finalement, la loi Taubira, malgré 3 manifestations de plus d'un million et plus d'1 million de personnes, a quand même été votée dans le brouhaha, les coups, enfin la violence verbale, la violence médiatique, alors que nous n'avions aucune violence. Et le coup de force parlementaire. Bien sûr, notamment au Sénat, où il y a eu un vote à main levée totalement déguisé, dans les huées, on n'a pas pu compter vraiment les voix, et surtout, je dois l'admettre, je dois l'avouer, des voix de droite ont manqué. Oui, et sacrément. Il faut l'avouer. Parce que nous avions, normalement, nous pouvions bloquer la loi au Sénat, ils ne l'ont pas bloquée. Je ne citerai personne, mais les présidents des groupes UMP de l'époque ont un peu disparu. Hein, voilà, bon bref. Bon, alors attends, je termine juste pour dire qu'effectivement, ce qui s'est joué, c'est la cassure, l'abrogation de la filiation génétique, c'est-à-dire des deux géniteurs, qui fait la filiation juridique, c'est-à-dire qui donne les droits d'avoir un enfant, de l'élever, d'avoir des obligations sur lui, pas que des droits, enfin des obligations à son encontre, qui plus tard va donner des obligations et des droits à l'enfant sur ses parents vieillissants. Mais dès lors qu'un enfant est issu de 2 personnes, et même ça va plus loin puisque la loi de reproduction a été votée l'année dernière, la fameuse loi d'une fécondation in vitro pour toute femme, y compris fertile, et obligatoirement avec des semences anonymes, un marché de semences manipulables, eh bien, ceci a même cassé la filiation, même, elle n'est même plus duale. La totalité. Totalement. Oui. Et alors, attendez... Donc tout ça obéit à un grand projet, disons-le, qui consiste à changer d'humanité. Vous allez m'expliquer, c'est quoi changer l'humanité? Changer l'humanité, c'est la faire disparaître. C'est l'extinction. Oui, quand on change une chose à ce point, on la fait disparaître. Merci. On ne sait quoi. Et non, écoutez, si vous n'êtes plus un humain, homme et femme, biologiquement intègre, c'est-à-dire qu'on ne vous manipule pas votre génome à votre, sans votre volonté, oui. Eh bien, je suis désolé, vous n'êtes plus dans l'humanité. C'est vieux comme le monde, Parménide. Ce qui est, ce qui n'est pas, n'est pas. Ce qui est changé n'est plus. Ce qui n'est plus l'humanité. Merci. Ce qui n'est pas l'humanité n'est
pas définitivement plus l'humanité. Or, il c'est savait... l'enjeu aujourd'hui. Bien sûr que c'est l'enjeu. Et là a joué un très grand rôle. Alors, on va d'abord, on peut revenir sur votre magnifique succès qui a consisté en quelques mois. C'était un succès à lancer un mouvement de nombre. Comme jamais on aurait cru pouvoir atteindre. La première manifestation à Denfert Rochereau, je me souviens, nous étions quelques dizaines de milliers, c'était déjà pas mal. Mais vous rigolez, dizaines de milliers, 200 000 personnes, cher. Denfert Rochereau. Denfert Rochereau, 17 novembre. Nous allons fêter les 10 ans, 17 novembre, enfin je ne sais pas quand nous serons diffusés, mais 17 novembre 2012. Mais alors, personne n'y croyait, c'était une manif régionale. Nous diffusons justement en mémoire de ce 17 novembre. Ça sera le 17 2012, novembre ? Oui, enfin dans les environs. Bon, et on aurait pu choisir d'autres dates, parce qu'arrive janvier, une énorme manifestation sur le Champ de Mars. Voilà. Là, on approche du million, grosso modo. On y est. Vous vous y attendiez pas, peut-être. Non, à ce point-là, je dois dire, et ça, je peux vous dire une chose. Et ça, c'était vous. Trois cortèges qui partaient de 3 endroits de Paris et qui, ça, ils n'ont pas fait ça souvent à la CGT. J'ai rarement été aussi ému de ma vie. Oui. Vraiment. Mais il n'y avait jamais eu des manifestations de ce genre. Et alors, on m'avait fait rentrer années. par le fond du Champ de Mars déjà rempli. Parce qu'ils voulaient faire un truc un peu spectaculaire où j'arrive, je suis appelé. Il faut citer le nom d'Albéric Dumont, qui est le grand metteur en scène de cette affaire. Qui est le responsable de la sécurité, mais écoutez, il faut surtout citer Ludovine, qui elle-même connaît tous les réseaux, puisqu'elle a été directrice de la communication de la Conférence des évêques, elle connaît toutes les paroisses, elle connaît tous les diocèses, etc. Il ne faut pas oublier quand même que ce sont les paroisses et les catholiques qui ont mobilisé. Là, les évêques, ils ont bougé. Ils ont compris l'enjeu qui n'était pas l'homosexualité, mais la vie. Mais bien sûr, la vie, le changement de la vie. De la vie biologique, la vie naturelle. Voilà. Et qu'on pouvait la conserver, y compris dans le couple de même sexe. Et c'est là où nous avons ensuite bifurqué. Pourquoi sont-ils si peu mobilisés contre ce qu'on a appelé les vaccins, c'est-à-dire les injections géniques? Attendez, vous allez très vite, il nous reste encore un peu de temps. Mais oui, mais parce que c'est le même sujet. L'injection génique expérimentale du vaccin anti-Covid, c'est toujours le même sujet. On manipule le génome. Bien sûr. Vous avez écrit d'ailleurs un très bon papier. Je me suis permis de vous faire le lien dans entre... le 3e numéro du Conservateur sur ce sujet. C'est ça. Donc j'invite tout le monde à lire le 3e numéro parce que là, vous ne le trouverez pas dans les livres précédents. C'était un très bon article. Mais parce que voilà, il faut bien comprendre que quand vous faites une fécondation in vitro qui est maintenant ouverte, je reprends à toute femme entre 18 et 43 ans, y compris celle qui vit en couple fertilisant, en couple où elle peut avoir ses enfants, l'homme et la femme peuvent avoir l'enfant par voie naturelle, ce qui est la moindre des choses si vous voulez rester dans l'humanité naturelle. Eh bien, elle pourra aller prendre ses semences, y compris celles même d'une autre femme, c'est-à-dire ce sont des cellules reproductives, ce qu'on appelle les cellules germinales, ça s'appelle l'ovule et le spermatozoïde, et demander la fabrication d'un embryon qui ne correspond plus à ses propres cellules ni à celles de son mari, puisqu'elle peut en choisir d'autres. Qui sort de rien. Anonymisé, on ne trouvera jamais la trace, même s'ils nous disent si à 18 ans on s'en fout. Non, la manipulation génétique aura eu lieu et on ne sera pas, l'enfant n'aura pas le même code génétique que celui de ceux qui se disent être ses géniteurs. C'est absolument mais renversant. D'ailleurs, les dates parlent, parce qu'avant ces lois sur le mariage homosexuel, il y en a eu une très importante qui ouvre la voie sous cet aspect-là des manipulations génétiques, c'est la loi bioéthique de 2011. Qui préparait le terrain en réalité. C'était déjà le même sujet. Et sous quel vocable? La recherche sur l'embryon. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait là? On va les fabriquer. On est passé, vous savez, de la recherche et du développement à la mise en pratique dans la société. On peut dire que le progressisme s'emballe. Il devient fou à ce moment-là. Il faut vendre. Vous savez ce que c'est le budget de la reproduction artificielle? Ce sont des milliards et des milliards et des milliards. On vous vend de la fécondation in vitro. La moindre insémination, c'est 4 ou 5 000 inséminations, même pas fécondation in vitro. Insémination, c'est directement dans l'utérus où le médecin fait remonter les spermatozoïdes. Mais la fécondation in vitro, c'est au moins 4 ou 5 000 ou plus que ça. Ensuite, on va arriver évidemment à la GPA, c'est-à-dire à la gestation dans un ventre loué. Et le marché des mères porteuses.
Eh bien, vous savez quel est le premier pays des mères porteuses en Europe? Je vous le donne en mille. L'Ukraine. Exactement. Oui, Je ne veux pas boucler toutes les boucles, mais nous n'en sommes pas loin. Mais non, mais nous sommes là pour être intelligents, c'est-à-dire pour relier les choses les unes aux autres. C'est le low cost de la GPA mondiale. C'est ça. Magnifique. Bon, bref, et attendez, j'en termine donc pour faire le lien avec le vaccin. C'est-à-dire que là, on est sur les cellules germinales manipulées. Oui. Et puis voilà qu'arrive cette énorme histoire de ce coronavirus dont on sait maintenant qu'il est sorti d'un laboratoire et dont le vaccin sort, lui, d'un ordinateur. Enfin, vous savez, la fameuse protéine issue de ce coronavirus. Alors, si on sait faire numériquement la protéine, comment ne sait-on pas faire tout le reste du virus? Voilà, il faudra qu'on m'explique, ça, on ne nous le dit pas. Et vous savez quel est le process, donc c'est ce qu'on explique dans cet article. Du nouveau conservateur 3. Oui, ouais. De nouveau conservateur. Et vous allez en faire un autre, parce qu'il va falloir remettre Et donc savez-vous l'ouvrage sur le qu'on métier. vous met sciemment la protéine, c'est-à-dire une partie de l'ARN, la spike, c'est-à-dire une partie du coronavirus, donc d'une autre espèce, dans vos cellules somatiques. Voilà la différence avec la cellule germinale, celle de votre corps. On ne sait pas vraiment où ça va aller se fixer d'ailleurs. Peut-être même sur vos cellules germinales, sur vos ovaires, vos testicules, etc. Les médecins le disent déjà aux États-Unis, par exemple. Et pour faire quoi? Vous faire fabriquer une autre espèce que vous-même dans vos cellules. Parce que vous savez, on ne fabrique pas que dans des utérus. Tous les jours, on fabrique des cellules. Et quand il y a des corps étrangers... Mais enfin, c'est dingue! Alors, je voudrais émettre une chimérique, hypothèse. cher. Et je vais plus loin sur la chimère, parce que ça, c'est très important. Le mot revient. La fameuse loi qui a permis de généraliser une reproduction artificielle pour toute femme, y compris fertile, permet dans la deuxième partie de la loi à la recherche, là on revient à la recherche qui était la loi de 2011, qui maintenant passe en recherche en 2021, puisque ça a été promulgué le 2 août 2021, recherche sur des embryons qui mélangent des cellules humaines à un embryon animal. Ça s'appelle des chimères. C'est autorisé par la loi. Et ça s'appelle des chimères, le mot est assez intéressant. Oui, oui, c'est une chimère, c'est un mélange d'espèces. Alors, j'ai une hypothèse, ma chère, je ne l'ai jamais... Non, mais est-ce que vous vous rendez compte? On dit, oui, mais on va les tuer à 14 jours. Ah oui, mais alors pourquoi vous les fabriquez? Ça serait pour faire des organes pour les humains. Alors, vous n'allez pas faire vivre l'embryon, vous n'allez pas le tuer à 14 jours si vous voulez un organe entier. Est-ce que vous vous rendez compte que le mensonge, il est inscrit même dans l'argumentaire? Oui. C'est juste pas possible. Je voudrais que nos contemporains se rendent compte de la gravité de ce que vous dites. Et ça m'a inspiré. Moi, je ne fais qu'expliquer ce qui est dans la loi. Hein. Je ne dis pas... C'est pour ça que j'étais impatient qu'on en vienne à ce sujet, parce qu'il me paraît capital, et il faudra que vous le développiez dans un prochain numéro, vous me l'avez promis, du Conservateur. Mais c'est aussi pour ça que nous avons observé tant de scepticisme, pour ne pas dire plus, contre l'opération Covid, parce qu'elle avait cet objectif-là. Caché. Le vaccin, mais le faux vaccin, qui était une injection génique, expérimentale, et de moins en moins expérimentale, dont le but devient de plus en plus évident, avec en ligne de mire la transformation de l'humanité. Ce que nous avons appelé le transhumanisme. À travers la transformation des cellules. J'ai envie quand même, ma chère Virginie, de vous poser une question. Nous sommes beaucoup vus. Vous m'avez beaucoup appris, je dois vous dire. C'est un point d'ailleurs qui m'étonne. J'ai eu une quinzaine d'invités à ces conversations. Je ne sais pas pourquoi vous n'avez pas été la première ou l'une des premières. Mais cher, il n'est jamais trop tard, la preuve. Voilà. La question que je voulais vous poser, parce qu'elle me tarabuste, est-ce que cette étonnante levée, pas en masse, mais de très large échelle, de la population française en 2012, 2013, on a quand même dépassé au moins à 2 reprises le million. La plus grosse, c'est celle du 24 mars, qui est à la Grande Armée, qui ira depuis tout Neuilly était plein. On descendait de l'autre côté du pont de Neuilly, oui, bien sûr. Qui a mal fini dans les gaz lacrymogènes d'ailleurs. Mais vous savez, quand le pouvoir veut faire dégénérer, c'est très simple. C'est ce qui s'est passé avec les gilets jaunes. Mais pareil, on balance ou des black blocs, ou on balance des éléments incontrôlés, on balance...
Voilà. Est-ce que cette levée qui m'a étonné, qui m'a fait pleurer, moi le jour du Champ de Mars, j'ai pleuré quand j'ai vu tant de monde partout en disant, on était à Mais je voyais des gens pleurer. Vous savez, j'ai remonté... À Saint-Sulpice, on était 20, et quelques mois plus tard, on est plus d'1 million. On croit à l'humanité de l'homme à ce moment-là. Et rétrospectivement, je me pose la question que je vous pose, est-ce que l'homme, et je dirais le français, qui est quand même dans le monde dépositaire d'une certaine conception de l'homme et de la nature, de la nature humaine. Revenons sans cesse à cette expression platonicienne que j'aime tant, la nature humaine. Est-ce que ce soulèvement-là n'est pas inconsciemment la preuve que le peuple français par excellence a compris qu'on changeait l'homme et qu'au-delà du mariage pour tous, mais je vous assure qu'il n'était pas contre le couple homosexuel, bien sûr. Anthropologique. Oui. Il y avait plus qu'anthropologique, ontologique. C'est l'être même. C'est l'être humain même, l'être en tant qu'existant dans cette substance. C'est ce qui explique cette mobilisation extraordinaire. Oui, mes chers, alors de ce point de vue. Je crois qu'ils ont entendu ça au départ quand nous avons essayé de l'expliquer dès ce premier jour chez Tadi. Et puis ensuite, moi, je suis retourné sur les plateaux et on m'a tellement vu que je suis devenu emblématique et j'ai même concentré Tadi, toutes on était très minoritaires, mais finalement, on l'était moins ensuite. Oui. Les gens ont fini par comprendre. Dans la rue, sur les plateaux de télévision, c'était pas évident. Oui, bon, en tout cas, vous voyez que 10 ans après, je ne suis même pas certaine que les gens se rendent compte de toutes les conséquences juridiques qui se sont mises en place, car nous n'arrivons plus à le dire. C'est le travail qu'il nous reste à faire. Le Covid, nous n'avons pas pu le dire. Et vous savez, moi, donc peut-être que là, je peux le dire rapidement. On n'a pas pu dire ce qu'il y avait derrière, mais l'intuition populaire est vive quand même. Comprendre que l'enjeu dépasse de beaucoup le simple fait de prendre ou ne pas prendre, se soigner, être interdit de soigner, rester chez vous, prenez de l'aspirine, mais enfin, quand on vous demande de ne pas vous soigner pour attendre d'être malade... Attendez un vaccin qui n'est pas un vaccin qui finit par détruire les corps. Vous croyez qu'ils l'ont compris ? En tout cas, il y a une chose qui est intéressante. La puce est à l'oreille. C'est que certains, alors on a eu pas mal effectivement récemment de nouveaux, d'informations, notamment et de révélations au Parlement européen que vous avez bien connu, grâce, et je suis obligé de le dire, aux députés du Rassemblement national, Virginie Joron et d'autres, qui ont fait venir, alors le président de Pfizer, M. Bourla, n'est pas venu, mais il a envoyé une de ses dirigeantes, porte-parole, et cette femme, on lui a répété, un député, je crois néerlandais, il lui a répété 10 fois et d'autres la même question. Aviez-vous testé la transmissibilité, enfin le fait que votre vaccin empêchait la transmissibilité, et elle a avoué que non. D'où le fait qu'effectivement ce vaccin n'empêche pas la transmissibilité. Donc c'est pas un vaccin. On a la preuve. On a tout le temps parlé de vaccin alors que ça n'était pas un vaccin. Voilà. Et deuxièmement, je vous rappelle que le professeur Perron, qui s'est opposé très, très tôt, ainsi que le professeur Raoult, alors il y a des contre-offensives d'Agnès Buzyn aujourd'hui, etc. Mais bon, en tout cas, Perron a été poursuivi par l'ordre des médecins en première instance. Il vient d'être entièrement débouté de toutes les accusations contre lui. Alors qu'il a quand même expliqué par A plus B que tout était... C'est pour ça que je suis optimiste. C'est qu'il y a une énorme machine qui s'avance toujours dans l'histoire qu'est la vérité. Oui, encore faut-il qu'elle émerge à la surface. Qu'elle ait des porte-paroles. Et qu'elle ait des porte-paroles, comme vous l'êtes aussi bien, et des porte-paroles qui, malheureusement, n'ont pas assez d'audience pour le moment. Avenir pour tous, aussi bien que le nouveau conservateur. Et j'allais dire le nouveau conservateur, heureusement. Le président d'une association qui s'appelle Avenir pour tous. Donc il faut alors moi, et donc quant à l'Avenir pour tous, ce que je voulais vous dire, c'est pas si évident que ça d'essayer de lier tous les différents sujets qui nous arrivent les uns après les autres. Oui, parce qu'ils sont présentés en ordre très dispersé. C'est à l'intelligence de lier les Vous savez choses qu'en février 2020, dès le départ, j'ai dit mais on n'a pas le droit de ne pas soigner une personne humaine. Hein, dès que vous soignez plus, vous passez dans la transhumanité. Hein, vous ne vous occupez plus de la vie. Et d'ailleurs, un vaccin qui n'empêche pas de soigner, enfin, qui ne soigne pas, enfin, qui n'empêche pas la maladie, n'est plus du soin. Et c'est la définition que je fais de la transhumanité.
Ça n'est plus quand on essaye de préserver durablement l'ordre biologique et le corps biologique de l'humain, qu'on passe à ce moment-là dans sa transformation. Et j'assume encore mes propos, une transformation qui ne sert pas à le maintenir dans son intégrité, ça s'appelle une extinction. Et pas que de la voix. Voilà. Alors, il reste deux questions importantes. La première, comment se fait-il que les hommes politiques, les femmes politiques, qui sont assez conscientes de ce que l'on dit quand on parle avec eux ou elles, réagissent si peu. On a été pas loin d'obtenir quelque chose d'assez satisfaisant avec l'union civile que prônait, sans l'avoir inscrit à son programme, François Fillon. C'est-à-dire qu'il la prenait au début des débats parlementaires, puis ensuite, quand il s'est présenté, qu'il a été le candidat de la droite en 2017, et ben non, il n'y a plus rien eu. Donc c'était idem avec d'autres députés républicains, enfin UMP de l'époque. Oui, ne les citons pas. Non, je ne les citerai pas. Ils avaient fait des projets de loi, des propositions, soi-disant inscrites au bureau de l'Assemblée nationale. Et puis, non seulement ça, mais après, ils se sont totalement retournés. Je dis ça pour être à nouveau assez optimiste. On est à la merci d'un homme politique qui comprenne tout cela. Mes chers amis, moi, je dois vous dire, peut-être me trompais-je, mais eh bien, j'en ai discuté et je l'ai entendu, pas de façon extrêmement sonore, parce que le sujet n'est jamais pris de façon très sonore, mais Marine Le Pen n'était pas hostile du tout à l'union civile non plus. Je ne vous dis pas qu'elle l'a écrit noir sur blanc non plus, mais à l'époque, de toute façon, c'était l'échec chaque fois, comme dirait quelqu'un que vous connaissez. Ça n'est plus un échec. Elle a 89 députés. Elle a des députés Et puis, une partie de la droite, quand même, commence à être convertie. Je parlerai évidemment de... Non, mais ce que je veux dire, c'est que si nous continuons nos efforts... Il y a une partie de la classe politique qui est consciente. Et autour de François Fillon, il y avait une partie qui était tout à fait consciente de l'importance des enjeux. Souvenez-vous que nous avons été les inventeurs du Trocadéro, des manifestations pro-Fillon, qui a failli le sauver au Trocadéro le 5 mars 2017. On l'avait inventé ensemble. Bien sûr, avec on l'avait Sens Commun dit qu'il fallait le faire, absolument. Qui avait pris le relais. Et bien tout d'un coup, vous savez ce que vous avez fait en fait, cher? Qu'est-ce que j'ai fait? De l'union, de l'unité. De l'unité. Il faut faire de l'union. Je pense qu'effectivement, les Français sont majoritairement dans nos idées. Très majoritaire. Et surtout, alors aujourd'hui, avec les problèmes de sécurité, la mort qui rôde absolument partout, qu'on nous impose de tous côtés, la culture de mort. L'euthanasie. Alors merci, j'allais vous dire, n'oubliez pas que, comme d'habitude, M. Macron va se faire adouber par le pape qui le tense vertement en disant il ne faut pas aller encore plus loin dans ce que vous voulez proposer. Là, notamment sur le suicide assisté, le mot suicide. On va décider de se donner la mort. Donc c'est la sacralisation de la mort plus forte que la vie. Nous allons disparaître si c'est ça. Voilà. Et parallèlement, les féministes qui veulent inscrire le droit à l'IVG dans la Constitution. Ça, c'est de l'IVG de la volonté de la femme à 9 mois. Ça s'appelle un infanticide. Donc la mort va s'installer dans les plus hautes valeurs, principes de notre état de droit. Et une civilisation... Ça n'est plus un état de droit, c'est un état de mort. Et une civilisation qui renverse à ce point ses valeurs est condamnée. Bien, donc je pense que les gens manquent juste d'informations sur tout ça. Voilà. Et que nous n'inverserons pas la mort plus forte que la vie si nous l'expliquons bien aux gens et qu'ils ne soient pas comme des lapins affolés en disant « mais qu'est-ce qui nous arrive ?» Ben voilà, en fait, tout est très logiquement déconstruit, comme dirait Madame Rousseau, mais c'est déconstruit, mais nous, on peut s'y opposer. Voilà, il suffit juste un peu de bosser. Quel merveilleux destin que cette jeune fille lyonnaise... Sandrine Rousseau ? De bonne famille lyonnaise, je parle de vous, ma chère. Ah oui, bah écoutez, c'est pas moi qui décide. Vous savez, qui passe par toutes sortes de sinuosités dans sa vie. Vous avez beaucoup de visages, on n'a pas pu tous les inventorier. Il y a l'écrivaine, d'abord. Commençons à demander
à nos auditeurs de vous lire. Voilà. Oui, ça vous pouvez trouver sur le site de l'Avenir pour tous. De vous suivre à l'Avenir pour tous. De pétitionner avec nous. De pétitionner et de poursuivre ce combat qui est d'une ampleur chaque année plus large et plus dramatique. Vous êtes jeune, vous êtes plus jeune que moi, vous avez de nombreuses années de combat et vous êtes aguerri, c'est-à-dire que vous savez mener des combats. Le projet aujourd'hui, c'est de recommencer des manifestations. Qu'est-ce qu'on va faire? De fêter ensemble. J'appelle tous mes amis qui étaient là il y a 10 ans, comme nous avons commencé à 20, mais plus aussi, si nous pouvions déterminer une date pour nous retrouver et fêter ensemble, non pas un échec, mais le fait que nous sommes capables de nous rassembler, ce que nous demandons aussi à tous nos dirigeants de droite, eh bien, je vous assure qu'à ce moment-là, nous deviendrions invincibles. Car la vie est plus forte que la mort. Vous avez une dimension prophétique et je suis très ému d'avoir reçu c'est trop gentil. Virginie Thélène qui reviendra, car il y a beaucoup de choses à dire. Vous suivez ces choses de très près, elles sont d'une importance telle qu'il faudrait y revenir sans cesse pour aider nos contemporains à comprendre. Et à voir. Simplement, à comprendre. D'ailleurs, je voulais vous faire une dernière révélation, puisque la boucle va être bouclée avec l'inscription dans les institutions du droit à choisir de disparaître, de ne pas vivre plutôt que de vivre. Et on dira que c'est un choix personnel, mais en fait, évidemment, l'opinion sera guidée, enfin, sera contrôlée et les cerveaux seront corrompus. Bien sûr, et on n'aura plus d'appétence à la vie, comme ça on pourra éliminer, comme c'est un projet, il y a trop de gens sur la Terre, donc on les aidera à disparaître par eux-mêmes. Ah, vous voyez, c'est quand on dit aider à mourir, c'est déjà ça. C'est génial. Eh bien, je voulais on va vous dire aider l'humanité à disparaître. Que l'avenir pour tous prend même plutôt, le V va rester, de l'avenir pour tous, ça devient vraiment la vie pour tous. Je crois que c'est vers ça que nous allons tendre nos efforts. Vraiment la vie plutôt que la mort. Une phrase du général de Gaulle, quoi qu'il nous arrive, nous savons que nous marchons vers la vie. Très bien. Et avec vous, je pense que nous marchons vers quelques victoires. À bientôt, chère Virginie Thélène. Tous ensemble. Tous ensemble, et merci encore. Merci à vous. À bientôt. Merci.